Est-ce qu'on n'aurait pas une nouvelle petite sélection de manuels ? Je suis trop content parce que, je vous explique, je suis malade depuis une semaine, je suis très fatigué, je peux avoir une extinction de voix à tout moment. Donc là, je vais poser mes pieds sur la table, je vais boire pour cette fois un verre d'eau et écouter la douce voix de Manuel. Manuel, comment vas-tu ? Je vais bien, merci. Je suis obligé de demander et toi ? Non, Ah, mais moi, ce qui m'épate, c'est à quel moment t'as fait une sélection qui dit que, tiens, c'est ça qui fait que les gens ratent leur vie. alors c'est ça, c'est entre autres ça, parce que j'ai sélectionné 7 sujets pour ce podcast. Il y en a un peu plus, la liste est plus longue, mais on va dire que c'est les 7 principaux. On les partage où, les autres raisons ? J'ose pas te le dire. Dans ta newsletter ? Tu penses ou pas ? Peut-être j'en parlerai dans ma newsletter Voilà. prochainement. Allez, c'est possible. tiens, ça se sert du podcast pour Ça, générer c'est des clics et nous, on va rien retirer de ça. Ça cadeau, me ça. dégoûte, je me casse. Avant que tu nous délivres tes 7 raisons, Manuel, qu'on connaît pas encore puisqu'on ne prépare jamais ces podcasts, Léo, t'as réussi ta vie ou pas ? Enfin, surtout toi. C'est compliqué comme question. Ma courte vie, Hop. seulement un quart de siècle, T'as que 35 ans. je trouve que j'ai réussi de ouf en vrai. Moi, je suis trop content de l'état actuel des choses, là, de ma vie et tout, sur le plan personnel ou le plan professionnel. Non, j'ai réussi de fou. En fait, je me dis, si j'avais dû imaginer, j'aurais pas imaginé que ça se passe aussi bien. Et il y a un truc que t'as fait, si tu l'avais loupé, t'en serais pas là ? Tu penses avoir noté un truc important ? Je pense que si j'avais pas eu cette paresse que j'ai, j'aurais peut-être raté. Si j'avais été un peu hyperactif à vouloir partir dans tous les sens, etc., et que j'avais pas été un branleur à la base, j'aurais peut-être raté parce que j'aurais voulu entreprendre trop de choses, j'aurais fait trop de choses, et j'aurais pas cette expertise que j'ai développée dans un seul concept, un seul domaine clé de ma vie. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui j'ai réussi. Tu t'es écouté en fait. Je me suis trop écouté et ça marche. En tout cas pour moi, pour ma personnalité, ça a marché de fou. Et surtout le fait d'être... alors je dis toujours paresseux, mais en vrai je bosse beaucoup. C'est juste que je me concentre sur ce qui me passionne. Et tout le reste, ça dégage, c'est complètement sorti de mon système. Je suis trop paresseux pour faire le reste. Ça par contre, j'y travaille beaucoup. Ça m'a permis d'éviter beaucoup de problèmes. Et notamment le fait que je me souviens quand j'étais à Barcelone, que j'étais quasiment tout le temps à découvert et que je recevais des contrats qui étaient quand même assez conséquents. Je me souviens que mon père comprenait pas pourquoi je les refusais. Il me disait mais tu peux pas refuser ça, le truc à 4 chiffres, etc. Enfin ça va changer ta vie, tout ça. Il comprenait pas pourquoi je les refusais. Moi je les refusais parce que ça me passionnait pas comme projet, que j'avais pas envie de le faire, que je trouvais que ça allait pas dans ma ligne édito. Et en fait avec du recul, je me dis c'est fou d'avoir refusé ça à ce moment-là. C'est juste que c'était plus fort que moi, je pouvais pas l'accepter. Mais en fait, ça aurait pas changé ma vie. Ça aurait changé ma vie sur une période donnée, qui était assez courte finalement. Mais aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je suis très content de l'avoir refusé. Ça, je pense que ça m'a sauvé. Pour quelle raison t'aurais pu rater ta vie ? Pour 2 raisons, je dirais. Ah, on en a 2. Ouais, très Vas-y, simple. la première. La première, si j'avais pas eu de passion, si j'avais pas été vraiment passionné par quelque chose, je pense que c'est vachement compliqué de s'accomplir quand tu cours dans tous les sens. Ouais. C'est difficile. Et ça, c'est un sujet compliqué parce que je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent pas leur passion en fait. C'est ça. Alors, Ils prennent pas le temps de les découvrir surtout. parce que découvrir sa passion, c'est aussi s'écouter, trier, savoir ce qui est un truc temporaire d'un truc plus profond, de relier ta motivation à des traits de caractère ou une explication liée à ton existence ou ce qui compte pour toi, ou etc., etc. Donc il y a un travail derrière ça. Tu peux le découvrir à l'instinct, et puis d'autres ont besoin de travailler pour le découvrir un peu plus. Donc ça serait ma première raison. Et la deuxième, c'est si j'avais été obsédé par l'argent. Je pense que quand tu es très obsédé par l'argent, quand tu es très vénal, tu as du mal à prendre des risques, ou en tout cas les bons risques. Tu as du mal à t'entourer correctement. Ouais. Et tout devient beaucoup plus compliqué. L'argent doit être une conséquence de ton travail, pas un préalable. Et toi, Romain ?
C'est super intéressant ce que dit Manuel parce que Non, mais on enchaîne. Moi, personne n'a dit que c'était intéressant ce que j'avais dit, donc on enchaîne. Et toi, Romain? j'en avais rien à foutre du fric quand j'ai démarré la chaîne YouTube. Bah, ça a bien changé. Voilà. Non, mais c'est vrai. Bah, quand j'ai démarré les vidéos, si ça rapportait quelque chose, à l'époque, il n'y avait pas de pub Google AdSense. D'accord. Je faisais mes vidéos le week-end sans penser que c'était un taf, alors que mes parents me poussaient à aller faire serveur, un taf classique pour gagner ma vie, quoi, tu vois. Serveur. Oh, heureusement que t'as pas fait serveur, la vache. N'importe quoi. Je l'ai fait une journée, je vous ai raconté déjà dans le Il a podcast. essayé, il s'est fait virer. Romain serveur. Et moi, non, la vraie première raison, mais elle dépend pas de moi, donc ça c'est pas ouf. Mais j'allais dire, moi mes parents ils ont divorcé quand j'étais très jeune, et du coup ma mère m'a pas forcément beaucoup poussé dans les études. Et ça a été une chance. Tu t'es posé la question de savoir si c'était à cause de toi. Quel exceptionnel. Allez bam, 10 ans de psychanalyse, c'est cadeau. Oh putain. Et du coup, j'ai eu la chance de ne pas être trop poussé dans les études. Ce qui fait que ça a été mal perçu par une partie de la famille et tout, mais quand j'ai arrêté les études pour tester ce que je voulais vraiment faire pendant un an et tout, à mes 16 ans, voilà, il n'y a pas eu les gens qui devaient avoir leur mot à dire là-dessus et on m'a pas trop poussé à faire des études et ça m'a permis de passer beaucoup de temps à faire un truc qui me passionnait. Voilà. Je pense que ça, c'est une des raisons qui aurait pu faire que j'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui. Et j'aurais pu être dans un taf tout à fait classique, pas du tout entreprendre des trucs, etc. Ça aurait été ça, réellement. C'est vrai que c'est un déclencheur à la base, le fait que tu arrêtes les études. Et le vrai truc sur lequel, c'est moi qui ai décidé, quoi, c'est de skipper toute la période adolescence, enfance, en mode t'es avec tes potes, tu sors le week-end, etc. Je savais pas pourquoi, mais j'avais ce besoin de d'abord faire mes trucs avant de pouvoir penser à d'autres trucs extérieurs, etc. Et je me suis forcé pendant très longtemps à juste m'écouter moi et à dire non à toutes les sollicitations qu'il y avait autour. Ok. Manuel, on passe à ta sélection. Allez, on passe à une petite sélection. Moi, je vais dormir. La première raison pour laquelle beaucoup de gens se sabordent et ont tendance à rater des choses, c'est leur passé. En fait, ils se servent de leur passé comme une explication à tout. Et une justification à tout. En disant, tu comprends, il m'est arrivé ça, donc c'est normal que j'arrive pas à faire ci ou j'arrive pas à faire ça. Le problème, c'est que quand le passé fait suffoquer ton présent, il y a aucune chance que l'avenir soit brillant. Ouais. J'ai tellement d'exemples dans mon entourage. Ah mais mec, tellement. Alors, attention. Je pense que c'est important de comprendre ce qui nous constitue, quelle histoire on a vécue. Vous connaissez mon amour pour la psychanalyse, etc. C'est intéressant de comprendre, mais ça devient dangereux à partir du moment où ça devient une justification à l'immobilisme. Ouais. Donc, comprendre, ok, en faire les raisons d'un immobilisme ou d'une non prise de risque, etc. Ça, c'est pas acceptable. Ouais, puis au bout d'un moment, moi, il y a un truc qui m'énerve un peu, c'est l'autodiagnostic constant. Si vraiment tu considères qu'il y a un truc de ton passé qui te met des bâtons dans les roues et que tu peux pas avancer à cause de ça, va vraiment voir un psychologue pour lui en parler. Le fait de s'auto-diagnostiquer en disant vu que j'ai connu ça et que c'est un peu difficile, j'arrive pas à avancer. Moi, je le prends comme une excuse. Ouais, et souvent, de toute façon, cet avis-là, tu peux pas l'avoir tout seul. Soit tu vas voir un psy, soit tu vas voir quelqu'un qui a des compétences en la matière, soit tu travailles avec un mentor qui t'aide à comprendre des choses et qui a de l'expérience et qui a déjà fait avancer plein d'humains, mais tu peux pas faire ça tout seul. Ouais. C'est impossible. Ça me fait penser aux gens qui vont pas voir de médecin assez vite. Ouais, je vois pas qui. Ou à ceux qui ont du mal à auto-réfléchir. Voilà, tout le monde a pris une balle, c'est bon. Non, mais c'est pour moi, c'est la plupart du temps, c'est comme les gens qui sont persuadés d'être surdoués et c'est pour ça qu'ils sont bizarres en société, mais qui veulent jamais faire le test. En fait, t'as juste peur de pas être surdoué, d'être totalement banal et c'est juste que t'es chelou en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est très bien, Léo. On attend la contribution de Romain, mais elle tarde. Toi, t'es persuadé d'être surdoué, Romain? Ah non. Vous êtes vraiment des enculés. Non, je vais jamais me considérer comme surdoué, mais je déteste en général les gens. Enfin, tu le vois très vite. Hein. Tu rencontres quelqu'un et il te dit toi t'as pu faire ça parce que ta famille a fait ça. Non, ça a pas de rapport en fait. Ma famille c'est ma famille. Et moi par exemple, on m'a toujours sorti du fait que je vienne de Monaco, etc. et que j'ai pas eu d'emmerde quand j'étais petit et que j'ai toujours eu de quoi bouffer. On m'a toujours dit c'est pour ça que t'as réussi. Ouais. Évidemment, c'est un pays où l'argent est limité. Oui, mais c'est pas ça qui fait que tu vas réussis pas au les distributeur, tu lances la photocopieuse. Oui, c'est vrai.
Tu vois, non, mais donc c'est vrai que ça marche à l'inverse aussi. effectivement, j'ai eu la chance d'avoir une caméra, j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur quand je pouvais pas me les payer, mais c'est pas ça qui a créé ce que j'ai fait par moi-même le week-end grâce à ces outils. On m'a donné des outils. Et ce truc-là, mais combien de fois je l'ai entendu, c'est incroyable, le gens qui considèrent que ta famille doit faire 50% du taf. Ah non, moi tu sais, je viens pas d'une famille très aisée, alors je pourrais pas faire grand-chose, enfin je m'adapte. Tu te dis, putain, mais quel est le rapport, en fait? Il y a bien eu une génération numéro 1 qui a démarré par faire plus que les autres. Si t'as envie de créer de la valeur, ben, crée de la valeur, arrête d'attendre qu'on te la mette tout cru dans la bouche, quoi, tu vois. C'est... Titre. Il était très beau. Deuxième raison? Deuxième raison, considérer que tu as besoin d'être réparé. C'est-à-dire qu'on n'est pas des monuments en travaux, en fait. Donc, ça va avec la première. Ouais. Les deux sont liés. Mais il y a beaucoup de gens qui disent « Je suis pas prêt, j'ai encore besoin d'apprendre ça, j'ai encore besoin de me réconforter sur cette question. » À force d'attendre d'être prêt pour faire les choses, on finit par ne jamais les faire. C'est parce qu'on fait les choses et parce qu'on échoue qu'on finit par être prêt pour les faire. Et pas le contraire. Et il y a plein de gens qui attendent qu'on les répare. Alors, souvent, ils essayent de s'auto-réparer. Alors ça, c'est du bricolage à la Valérie Damido, scotch, plastique, punaise. Donc ça, c'est catastrophique. En fait, il n'y a rien qui tient. Les pires d'entre eux sont ceux qui attendent d'être réparés par les autres. Comme si le devoir des gens qui t'entouraient était de te réparer. Et ce sont des gens qui sont en permanence en couple. Alors, c'est des gens qui font peser sur leur couple le devoir de réparation, ce qui est certainement la raison numéro 1 de l'échec d'un couple. C'est-à-dire que c'est un peu subtil comme raisonnement. La personne qui t'aime le plus est celle qui va pouvoir accepter que tu aies besoin de faire du chemin, de travailler, de tolérer que tu te trompes, que tu te plantes, etc. et de jamais stigmatiser tes erreurs, mais c'est pas celle qui doit porter le poids de la réparation, en fait. Puis ça peut pas marcher parce que ça veut dire que t'es en couple pour les mauvaises raisons. Ouais, ça veut dire que t'es en couple pas par amour, mais par utilité. Mais sans déconner, j'aimerais connaître le pourcentage de gens comme ça parce qu'il y en a vraiment beaucoup. C'est énorme. Bah d'ailleurs, la première raison, en général, de quitter une personne, c'est pour aller avec une autre. Ça te prouve déjà le fait que les gens ont très peu de couilles de juste quitter une personne avec qui ils s'entendent pas pour se retrouver mieux avec eux-mêmes avant de se mettre dans les bras d'une autre personne. Ouais, mais ça doit aller avec ça, tu vois. Et dans les bras, t'es gentil. Quand je disais des personnes qui sont constamment en couple, c'est souvent avec des personnes différentes. C'est juste qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se retrouver seuls parce que ça leur est insupportable de voir toutes leurs failles et d'être avec eux-mêmes. Il y a des gens qui ne se supportent pas. Ouais. En fait, il y a des gens qui fuient avant même le reflet du miroir. C'est-à-dire que accepter d'être seul, c'est aussi accepter de se faire face et d'aller chercher des choses en soi, de faire face à ses limites, d'accepter de s'ennuyer, d'accepter se challenger, etc., etc. Et il y a des gens qui utilisent leur entourage, même sans forcément parler de couple, comme un échappatoire dans le fait de se faire face. Et je veux pas du tout stigmatiser la question du couple. Je pense que quand il est nourri par un amour sincère, profond, sain, il est très utile et il te permet d'accomplir de grandes choses, parce que je pense qu'il n'y a pas de grands accomplissements sans un terreau d'équilibre très fort dans tes émotions et dans ta vie privée. C'est très difficile de mener des combats professionnels, d'innovation, de challenge, etc., si tu n'as pas un endroit où tu te sens à l'abri, réconforté, désiré, s'il n'y a pas un endroit où tu recharges tes batteries. C'est très difficile. Alors, il y a plein de personnes qui le gèrent de façon différente, mais je pense que c'est très difficile. C'est très vicieux parce que les gens qui attendent d'être réparés sont constamment avec d'autres gens. Soit ils sont en couple en permanence, soit ils ont tout le temps besoin de sortir, de s'occuper, de voir des gens. Et le problème, c'est que le seul moyen de se réparer, c'est d'être seul avec soi-même. Il faut, de mon point de vue, avoir dans sa vie des moments où tu te retrouves un peu seul et que tu te regardes et avec une certaine lucidité, et la lucidité de prendre des décisions qui sont parfois difficiles à prendre.
mais nécessaire, et ne pas avoir peur de ces moments-là. Ça veut pas dire qu'il faut rester dans cet état-là tout le temps. Tu peux avoir des moments où tu es seul, et tu peux avoir des moments où tu es avec quelqu'un d'autre et ça se passe très bien. Les Anglais, ils disent que l'idéal du couple, c'est d'être seul à deux. Quand tu as trouvé la personne que tu aimes tellement, que tu es aussi bien avec elle que quand tu es tout seul, alors, a priori, ton couple est bien parti. Des frères siamois, par exemple? Pas vraiment, Léo. Ah, ok. Pas trop. Non. Troisième raison. Troisième raison, c'est ce qu'on appelle le poids de la famille, ou le poids de tes ancêtres, ou le poids de ton histoire. T'en parlais tout à l'heure pour ta famille. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués par leur classe sociale, l'histoire de leur famille, le statut de leurs parents, etc. Si vous cherchez à comprendre cette troisième raison, je vous invite à aller dans le 16e arrondissement de Paris. Oui, Vous verrez dans les yeux des adolescents ou des jeunes adultes à quel point la pression familiale fait des désastres qui finissent en poudre blanche dans leur nez. C'est-à-dire de la coke, Léo. Alors évidemment pas tous, je veux pas me prendre une horde de mecs du 16e dans mon Twitter, mais le poids de la famille. Ils sont pas méchants après, je te le dis, c'est pas... Non, mais non, mais leur dealer, oui. J'ai aucun problème avec ça. Mais le poids de la famille peut être très paralysant. Il y a des exemples extrêmement simples. Ça se voit beaucoup dans certaines professions. Les avocats, les médecins, etc., qui foutent la pression sur leurs gosses pour qu'ils soient eux-mêmes avocats ou pour qu'ils soient médecins. Parce que les parents en ont tellement chié et ils trouvent qu'ils sont arrivés à un statut social qui est tellement valorisant dans la société dans laquelle on vit, parce que c'est avoir une position, etc., etc. Ils veulent absolument que leurs gosses leur suivent cette voie-là, en fait. Et les médecins veulent avoir des enfants médecins, les avocats veulent avoir des enfants avocats, etc. Ils foutent une pression de dingue. Et tu vois des gamins extrêmement malheureux sous la pression familiale, ou sous prétexte que papy a fait un acte de bravoure, ou je sais pas quoi, ou que quand il vient au repas du dimanche, il oublie pas de mettre les médailles au revers de sa veste. Et ben ça paralyse un certain nombre de talents. Le plus difficile, c'est surtout l'écart générationnel. Moi, je l'ai vécu avec mon grand-père, tu vois, il bossait dans le bâtiment, etc. Il avait fait un super truc. Tout le monde considérait que c'est moi qui allais reprendre sa boîte, son truc et tout. Et une fois, il m'avait dit un truc parce que écart générationnel, il en a chié pour gagner de l'argent, etc. C'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. La descendance a décidé de faire des vidéos sur Internet. Voilà. Non, mais vraiment, on en est là. Et je me souviens un jour, il m'avait dit, oui, il vaut mieux faire un truc qui te plaît pas, mais rouler en Porsche, que de faire un truc qui te plaît et rouler dans une voiture de merde. C'est horrible, tu vois, c'est très philosophe. Voilà, il faut vraiment te remettre à la place de c'est pas la même génération, etc., etc. Et moi, je me souviens, tout con, tu vois, je lui avais dit, ouais, mais je réussirai à faire les deux, tu vois, et ça m'avait motivé à faire un truc, mais moi. Faire un truc qui me plaît pas, et dans une voiture de merde. et ça, enfin, pour moi, c'était la plus grande des difficultés, c'était pendant 3-4 ans, j'étais plus au déjeuner de famille, quoi. Clairement, parce que il y avait que ma mère qui pouvait encore me considérer, qui voulait pas me mettre à la porte, mais c'était super dur. Et c'est là où on en est venu à l'argent. Parce que quand t'as commencé à gagner de la thune, ben hop, on considère que ce que tu fais a de la valeur. Ce qui est complètement con, parce que parfois tu peux mettre 10 ans à faire quelque chose qui a beaucoup de valeur d'un coup. Et ça, c'est super dur, mais c'est vrai que la famille joue pour moi un poids, mais pour tout, hein, pour le boulot, pour le couple. S'ils pouvaient tout choisir à ta place, ils le feraient. Hein. Et puis tout s'est accéléré quand t'as appris que ta mère était ton père. Magnifique. Et tu m'as dit un truc très important un jour, Manuel, tu m'avais dit... non, on n'est pas loin du bingo. Non, j'ai fait exprès de pas faire le bingo. Mais J'ai fait exprès. Il te l'a dit quand, ce truc? Que j'ai dit Trop fort. Quand j'ai rencontré Manuel, Let's bingo. Tu m'avais dit que tu verras qu'à un moment, ton entourage comptera plus que ta famille. C'était super puissant, je trouve, parce que tu sors d'un truc où t'as grandi pendant 18 ans, t'es élevé, etc. Mais à un moment, tu dois te détacher du regard que porte ta famille sur ce que tu fais, parce que tu sais que c'est pas un regard sincère. Il est forcément biaisé par des choses qu'ils veulent absolument te faire faire, parce qu'ils voient aussi leur propre échec qu'ils ne veulent pas te voir répéter. Et pour moi, vas-y. C'est précisément à cet instant que tu deviens adulte. Tu deviens adulte le jour où tu comprends que les gens qui t'ont donné vie et qui te pourvoient de l'amour, cet amour ne te suffit plus. Il va te falloir d'autres formes d'amour, au pluriel.
Et c'est ce jour-là où tu deviens adulte. Sauf dans le Nord. Ouais, dans le Nord, ils gardent ça dans la famille. C'est ça le moment où tu deviens adulte. C'est pas à tes 18 ans, c'est pas quand tu passes ton permis, tu vois, ça n'a aucun rapport avec Ça me rassure. tout ça. T'as des souvenirs, toi, Léo, chaud en rapport avec ta famille quand t'as voulu commencer à faire tes trucs par toi-même? Non, et pas tout ça du tout. Avec ta famille du Nord, d'ailleurs. Oh, avec ma famille, en partie du Nord d'ailleurs. C'est pour ça que je me permets de faire la vanne. Non, moi ils ont été hyper cool. Non, j'ai aucun souvenir particulier. En fait, je leur ai dit, je vais faire ça. Ils m'ont dit, bah ok. Bon, Voilà. en même temps, ils sont détentes, hein, tes parents sont cousins. Oui, bah bien sûr. Non, mais moi, déjà, j'avais pas une grosse pression. La seule pression que j'avais, c'était de faire un truc qui me plaisait parce que mes parents ont été commerçants toute leur vie. C'est des métiers où il faut quand même être un minimum passionné. Donc moi, c'est la seule pression que j'avais, c'était ça en fait. Donc non, j'avais pas de pression particulière. Mes parents m'en ont jamais mis et pour le coup, ils ont été très cool. Donc j'ai aucun souvenir par rapport à ça. Et toi, Manuel? Ouais, non, aucun rapport. T'avais quand même la pression des factures d'internet. Non, j'ai jamais eu de pression familiale. Attends, raconte ça, c'est trop bien. Quoi? Le coût des factures internet. Bah oui, parce que moi quand je démarre internet, tu payes internet à la minute en fait. Et donc oui, j'ai fait des factures internet de folie à mes parents en fait. Donc je me mettais quand même la pression de dire ok, j'ai dépensé des milliers d'euros en internet. T'imagines? Si nous on avait eu cette pression là en plus. Je peux pas faire peser ça sur mes parents, c'est pas possible. Et donc je me mettais un peu cette pression là. Mais non, moi j'ai eu la chance d'avoir cette ambivalence qui était mes parents me disaient écoute, on s'en fout de savoir ce que tu vas faire, mais par contre tu n'as bien ou très bien n'est pas une option. Il y a que l'excellence qui compte. Voilà. Ah oui, ça me met aucune pression ça. Qui est con? On s'en fout de ce que tu vas faire, mais il faut que ce soit excellent, d'accord? Exactement. Mais j'aurais pu choisir d'être boulanger ou si t'avais médecin fait ou des je super sais pas baguettes, quoi. c'était ok. Peu importe, à la rigueur. Et j'avais aucune forme de pression à ce niveau-là. Mais par contre, l'excellence, c'était le minimum. Voilà. Bon, je trouve ça assez sain. Ouais. Voilà. Merci papa, merci maman. Quatrième. Donc la quatrième raison, c'est que tu crois à tes histoires pourries que tu te racontes dans ta tête. Oh ça. Ah, dis donc. Donc tu crois que tu vaux pas ça, que tu mérites pas ça, ton syndrome de l'imposteur de merde, que t'es pas assez bien pour ci, pas assez bien pour ça, qu'il te manque ceci, qu'il te manque cela. Et ben en fait, à force de te raconter ces histoires dans ta tête, tu finis par y croire. Ouais. Et ça devient la raison de ton fail. Parce qu'il n'y a pas mieux que ton cerveau pour te niquer la tête. Ouais. Mais encore une fois, moi j'ai toujours cet avis, je mets toujours la responsabilité sur les gens, mais tu y crois parce que t'as envie d'y croire. Parce que t'es plus à l'aise en croyant à ces trucs-là. C'est plus confortable de se dire, je suis une merde, ou alors de trouver des excuses et d'y croire, que d'essayer de faire des choses difficiles. Bah, ça te réconforte en fait. C'est-à-dire que ce que n'aime pas le cerveau, c'est l'irrationalité. Ouais. Il a besoin d'une raison rationnelle pour expliquer ton échec ou la raison du fait que tu ne vas pas faire ceci ou tu ne vas pas faire cela ou tu ne vas pas prendre ce risque. Ouais. Et donc ton cerveau va sans arrêt te fabriquer des justifications à l'inaction. Et à force de croire ces histoires, tu ne fais plus rien. Tu oublies que en réalité, c'est parce que tu ne prends pas de risque, parce que tu n'y vas pas, parce que tu préfères croire à ta petite histoire de merde qui est l'explication pour laquelle non, on fait pas ça parce que tu comprends, je vais pas vers ces gens-là parce qu'ils appartiennent pas à la même catégorie sociale que moi, ou je peux pas aimer cette personne parce que je sais pas quoi, pour X ou Y raison, etc., etc. En fait, ton cerveau te fabrique à grande échelle des tonnes de raisons de ne rien faire, de rester dans ta zone de survie. Parce qu'on est fabriqué pour survivre, en fait. Donc, on n'est pas fabriqué pour le risque à la base. Et donc, à force de croire ça, on finit par échouer. À la base, on est fabriqué pour chasser des mammouths et ne pas se faire chasser par eux. Oui, et on est surtout fabriqué pour pas prendre énormément de risques en le faisant, et c'est pour ça qu'on le fait à plusieurs, de façon organisée, à distance, etc., etc.
C'est ce qui fait que tu conseilles aussi beaucoup, Manuel, de pas avoir simplement un objectif le 1er janvier, mais de mettre des objectifs réalisables tout au fur et à mesure de l'année pour les voir se réaliser. Parfois, tu as des gens aussi qui se disent non, mais je vais pas faire ça, et ils s'imaginent directement à une place que tu obtiens après 10 ans de carrière, juste parce qu'ils se sont pas mis des étapes entre chaque, et parce que c'est plus facile de se dire bah non, là-haut c'est trop gros, j'irai jamais. Mais c'est surtout la raison pour laquelle dans l'entreprise on prend les gens tout habillés, on les jette dans la piscine. On n'attend pas de savoir s'ils savent nager ou pas. On vérifie s'ils survivent ou si on a des corps au fond de la piscine. Alors en général, on les fait remonter avant qu'ils crèvent. Mais moi, je déteste les théoriciens. Je déteste les gens qui disent alors viens, mets-toi en maillot de bain, fais des brasses sur le carrelage à côté de la piscine, et à force de bien savoir faire les mouvements sur le carrelage, tu vas savoir nager. Ouais. Pas du tout. La seule chose qui marche, c'est l'action. Donc à un moment, je crois au fait que tu as un instinct de survie, que tu vas devoir te débrouiller, qu'il y a des gens autour de toi qui vont t'engueuler et qui vont te dire que c'est ça qu'il faut faire, et qui vont te le dire avec fermeté et autorité, et que c'est ça qui va te faire progresser. Regarde comment on fait apprendre les gosses à nager à la piscine. Les maîtres nageurs sont pas d'une grande compassion, à écouter pourquoi ils pleurent, ou je sais pas quoi. Non, à un moment on les jette à l'eau et on vérifie et on accepte qu'il y ait des mamans qui repartent sans enfants. Et avec ce qu'on a dit précédemment, je trouve aussi qu'on fait du coup une grande erreur, c'est que on veut toujours se faire aider par les gens qui sont les plus proches de nous. Et moi, je considère que ces gens-là, ce sont les pires pour demander ces conseils-là, essayer de passer à l'action, etc. Si vous voulez vous mettre des challenges, vous aurez beaucoup plus de mal à accepter la défaite vers quelqu'un que vous connaissez pas beaucoup, avec qui vous avez une relation de confiance qui naît, etc. Plutôt que de dire à ta mère, bon, bah, finalement, ça c'était mon objectif cette année, j'ai pas réussi. Elle s'en fout, c'est ta mère, tu vois, ça marchera pas. Ce que je veux dire, c'est que de prendre aussi des objectifs à 2 ou plusieurs avec une équipe, tout le monde, c'est un peu comme aller à la salle de sport tout seul, ou avoir rendez-vous avec un ou plusieurs potes. Non, mais enfin, ce que tu dis, moi, m'intéresse, c'est ce que je disais tout à l'heure sur à partir du quand tu deviens adulte. Je pense qu'il y a des catégories de personnes. Il y a dans ta vie des gens qui vont t'aimer de façon inconditionnelle à vie. C'est tes parents, par exemple. Bah pourquoi ? Parce que tu es le fruit de leur fornication. Donc à un moment tu le sors de ses entrailles, etc. Donc ils vont t'aimer ad vitam aeternam, mais parce que la vie est faite ainsi que les parents doivent disparaître avant leurs enfants, donc ils espèrent le meilleur pour eux et les rendre plus forts, etc., etc. Bon, et quand c'est malheureusement pas dans ce sens-là, c'est très douloureux. Et il y a d'autres personnes qui t'aiment, mais qui t'aiment pas pour te faire plaisir, mais qui t'aiment parce qu'ils veulent te voir progresser. Donc c'est des personnes qui vont aussi te dire ce que t'as pas envie d'entendre, te pousser dans tes retranchements, ne pas accepter tes lâchetés, te dire ce qu'il y est désagréable d'entendre à certains moments. Et ça, c'est l'instant à partir duquel tu deviens vraiment adulte et tu acceptes ces formes de critique parce que tu sais qu'elles sont dans ton intérêt, et c'est certainement une très grande preuve d'amour. Mais tu ne les prends pas comme ça quand tu es immature. Tu les prends comme des critiques. Ça peut être du mentoring, ce dont on avait parlé dans un autre podcast. Mais le problème, c'est que quand tu demandes à tes parents, la raison pour laquelle tu leur demandes, c'est parce que c'est tes parents. Tu veux être assuré. C'est assez nul. Il faut que tu demandes à quelqu'un qui a déjà réussi dans ce que tu entreprends. Parce que lui, il connaît les échecs, il sait comment ça marche. Et surtout, il a la même exigence que toi, ou du moins la même exigence que tu devrais avoir. Donc demander à tes parents, oh là là, bon, bah, j'ai fait ça, mais j'ai pas réussi, parce que ils vont te trouver des excuses. Ton cerveau va rationaliser tout ça, mais c'est une très mauvaise habitude à prendre. Faites comme moi, vous envoyez un message à une personne qui vous inspire un petit peu sur Internet, et puis 6 ans après, vous faites des podcasts avec lui, et voilà. Vous ne demandez plus à vos parents. Voilà, écrivez un roman. Moi, je le dis, je ne réponds plus. Depuis ce message, ça m'a coûté trop d'énergie. Donc, je ne réponds plus à personne. C'est faux, mais envoyez quand même. Dites-vous ça quand même. Et je vais dire un truc qui n'est pas politiquement correct, mais que je pense profondément, c'est que je pense que on ne progresse pas quand on s'entoure de gens qui te ressemblent trop.
Et en fait, il faut trouver une connivence avec une différence d'expérience. C'est exactement ce que tu disais, Léo. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois entouré de gens qui ont plus d'expérience que toi, qui ont surmonté des difficultés et qui vont avoir malgré tout la connivence et la proximité pour faire en sorte que leur histoire te serve et qui vont avoir assez de proximité avec toi pour faire cet effort-là. Mais ça, en général, tu ne le trouves pas dans ta tranche d'âge. Ouais, et l'enjeu, c'est de le trouver chez quelqu'un de plus expérimenté qui souvent n'est pas dans ta tranche d'âge, mais qui reste quand même suffisamment connecté avec toi pour ne pas avoir l'impression de faire des balades avec le troisième âge, tu vois. Mais je suis intimement persuadé qu'on n'est pas fait pour s'entendre avec des gens de son âge. Putain, c'est comme ça qu'on aurait dû appeler le podcast. C'est-à-dire balade avec le troisième âge. Quel con. Et aussi, il y a un truc, il y a des gens dans votre entourage qui n'ont pas envie que vous réussissiez plus qu'eux. Oui, il y a des gens que ça dérange. Bah ouais. En fait, il faut avoir déjà accompli des choses dans sa vie, s'être déjà prouvé des choses, etc., pour vouloir le bien des autres. Quand tu ne t'es pas accompli toi-même, t'es très auto-centré. Ouais. T'as encore envie d'atteindre des résultats pour toi-même et par toi-même. Tu penses d'ailleurs qu'il n'y a personne de mieux placé que toi pour y arriver. Quand t'as déjà accompli des choses pour toi, au bout d'un moment, tu te rends compte que la saveur de la vie n'est jamais aussi belle que quand tu fais en sorte que les autres réussissent. Quand tu n'es plus auto-centré, quand tu n'es plus en train de penser à toi, tes objectifs, etc., mais quand tu fais les choses en partie pour les autres. Tu les fais jamais totalement pour les autres. Tu les fais aussi parce que ça te fait plaisir, tu les fais parce que tu en retires de la satisfaction, etc. C'est vrai, mais quand tu commences à avoir atteint un certain nombre de choses et à avoir déjà relevé tout un tas de défis, à avoir moins de choses à prouver à toi-même et aux autres, c'est là où tu es le plus bénéfique pour les autres. Donc il y a des gens qui, sous couvert de bons sentiments et de conseils amicaux, vont te mettre des bâtons dans les roues. Mais je pense que c'est difficile aussi, enfin là on entend le côté mentoring, avoir des différences avec la personne avec qui tu as envie d'avancer ou poser des questions et tout ça, mais juste par exemple l'exemple avec Léo, j'avais des potes qui connaissaient rien à mon métier et qui étaient au lycée, etc. Le fait d'avoir rencontré Léo via des réseaux sociaux, qu'on fasse indirectement presque le même taf sur, ça n'y existait pas à l'époque, sur YouTube et tout ça, on est très différents avec Léo, et pour autant, moi je suis intimement persuadé que ça m'a poussé à juste avoir un petit rythme ou parler de choses, etc. puisque tu as créé une relation juste avec une personne qui a à peu près la même passion que toi, etc. Donc on l'oublie, et ça peut paraître con en 2022, mais les forums, les centres de discussion, les trucs comme ça, pour rencontrer des gens qui sont passionnés par le même sujet que toi et qui ont un avis très différent ou qui ne font pas la même chose que toi et pour autant qui travaillent dans le même domaine, ça peut déjà t'aider à ne pas avoir des objectifs solo, parce que tu vas pouvoir aussi indirectement aider la personne avec qui tu parles. Parce que c'est rassurant de voir que d'autres gens sont passionnés par ce truc-là et tu rentres dans une roue en fait et tu t'avances à l'aveugle. Et comme tu le dis, ça fait vachement de bien, même si toi t'as besoin d'être aidé pour aller plus loin, etc., de te dire tiens c'est cool, l'autre me pose aussi des questions, peut-être que moi je peux l'aider. Tu te sens vachement aussi assouvi à la fin de la journée, tu te dis tiens j'ai pas fait ça que pour moi quoi. Mais je pense honnêtement que les plus grands achievements se font dans des gens qui sont qui ont des trajectoires différentes, qui sont unis par une volonté d'avancer ou un projet ou une volonté de s'aimer ou je sais pas quoi, mais dans lesquels il y a une grande différence. Et je pense à des trucs dans la mode, par exemple, je pense à Saint-Laurent et Pierre Berger, mais va pas aussi loin, moi je pense à nous. Tu me poses la question il y a 5-10 ans, avec qui tu seras dans 10 ans, mais je cite aucun de vous deux. Alors Romain peut-être un peu plus, mais et encore on est tellement tous différents, tous les trois. Tu regardes de l'extérieur, il y a rien qui nous rapproche. Bah d'ailleurs, les gens qui nous côtoient un petit peu se demandent comment est-ce qu'on fait pour passer du temps autant avec toi. Voilà, avec toi aussi. Mais je pense même que ceux qui se le demandent le plus, c'est nous-mêmes. Moi, je me le demande tous les jours. Avant de venir au bureau, je me dis, mais qu'est-ce que je fous avec ces cons ? Mais moi, les premiers moments où je disais à des gens extérieurs dans notre métier, oui, je travaille beaucoup avec Manuel Diaz. Ah bon, t'arrives à bosser avec lui ? Genre, il te disait, vraiment. Tu travailles beaucoup pour Manuel Diaz.
Il t'a employé, mais ça n'a rien à voir. Et pas du tout. Raison suivante, avant-dernière. Tu penses que te préoccuper des choses, c'est les faire avancer. En fait, il y a une espèce d'intellectualisme sur la question. C'est parce que à force de penser très très fort, ça va déplacer les objets par la force de la pensée. Ouais. Non, te préoccuper des choses ne fait rien avancer. C'est important d'avoir des moments où tu penses à ces questions-là, où tu prends un moment pour y penser, mais à un moment, il faut passer à l'action, en fait. Il faut faire des choses. Et il y a plein de gens qui sont préoccupés ou angoissés, qui s'écoutent énormément, en fait, et qui font rien. Léo, tu prenais l'exemple avec la fameuse feuille blanche. Arrête d'attendre d'être prêt pour écrire, commence à écrire et ça va venir tout seul, quoi. En fait, il y a un truc qui peut te débloquer de ça, parce que moi, je l'ai beaucoup fait, mais dans mon travail. Quand j'écris des vidéos, avant, je réfléchis pendant peut-être 2-3 semaines. Mais c'est purement de la réflexion. Je réfléchis au sujet, je lis des articles, je m'inspire, etc. Et en fait, de l'extérieur, t'as l'impression que j'avance pas du tout. En réalité, j'avance parce que j'avance dans ma réflexion, mais le fait de foutre une feuille blanche ou alors de commencer à construire une mind map et de coucher toutes ces idées sur papier, là, t'avances véritablement, t'avances beaucoup plus vite et t'es vraiment en train de travailler, t'es vraiment en train de t'occuper d'un sujet. Tu peux le faire pour tous les éléments de ta vie. Ça peut être pour écrire une vidéo ou alors pour régler un problème ou alors pour monter un projet. À chaque fois que tu t'es préoccupé par quelque chose, prends une feuille, écris des trucs et ce sera pas juste de la préoccupation, ce sera un vrai plan d'action. Enfin, dernière raison, je pourrais en citer plein d'autres, mais c'est celle que j'ai choisie pour conclure ce podcast. On les retrouvera dans ta newsletter. Peut-être, j'ai dit peut-être, c'est pas sûr, mais dans la newsletter de ce week-end d'ailleurs. Non, pas du tout. Allez tous sur le site de Manuel Diaz.fr. Ah bah quand même, il donne le site quand même. Et donc la dernière raison, c'est que le succès des gens que tu admires devient une pattern, c'est-à-dire devient une règle. C'est-à-dire tu vois des gens que tu admires et tu dis si eux ils sont arrivés comme ça, alors c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Et ça, c'est catastrophique parce que t'as des tonnes de gens qui te disent bah regarde, lui il a fait une télé-réalité, il est devenu connu, il gagne plein d'argent. T'as des gens qui te disent ouais ben lui il a fait 3 merdes mais il a pas vraiment travaillé et regarde il a du succès. Déjà moi il y a un proverbe britannique que j'aime beaucoup qui dit don't judge a book by its cover. C'est exactement ça. Tu ne peux pas juger des gens par une espèce de sentiment extérieur. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vraiment fait, à quel point ils ont travaillé ou pas. Ils peuvent te vendre en communication externe que ça a été facile, que ça a été le fruit du hasard, que ça a été de la chance ou je ne sais quoi. Et en réalité, quand tu les connais un peu et en détail, et nous on côtoie des gens dont on connaît la véritable histoire à la différence de celle qu'ils racontent publiquement, et on voit que ça c'est pas toujours raccord en fait. Il y a des tonnes de personnalités qui te disent bah en fait ça a été une évidence, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Et qui te vendent un parcours super intuitif, comme si tu vois la vie c'est enfiler des perles en fait, tu vois, c'est bah non en fait pas du tout. Tu te rends compte qu'il y a derrière des histoires personnelles, des traumatismes, des doutes, tout un tas de raisons qui les ont poussés là, et c'est pas aussi simple que ça. Et je cite ce cas particulièrement parce que je suis assez agacé des gens qui pensent que connu c'est un métier, que passer à la télé c'est garantir que sa vie est une réussite, etc. Et ça m'agace profondément en fait. C'est pas aussi simple. Ouais, puis c'est reproduire un schéma, c'est le meilleur moyen de jamais sortir de l'ombre. Et surtout de pas être toi. C'est-à-dire que oui, mais du coup ça peut pas marcher. Ça a peut-être marché pour un autre, mais ça marchera peut-être pas avec toi. Et à partir du moment où ce schéma existe, ça veut dire qu'il a été vu, connu, identifié, qu'il marchera peut-être pas pour toi parce que les gens n'ont pas envie de revoir X fois la même histoire. C'est pas parce que Jeff Panaclock passe à la télé que tu vas mettre ta main dans le cul d'une marionnette et cartonner. Voilà. T'aurais dû l'appeler comme ça. Je sais pas d'où sort cet exemple, mais tu veux nous en parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, moi j'allais rebondir sur un truc que t'as dit. Moi j'ai un peu l'effet inverse, mais sans le faire exprès. C'est-à-dire que je dis tout le temps que je suis un peu un branleur à la base et que je bosse pas beaucoup, tout ça.
Et en fait, je me suis rendu compte, mais surtout avec ce podcast, que finalement, j'ai toujours beaucoup travaillé, mais que c'était jamais ma démarche, c'était jamais très volontaire de me dire « Oh là là, cette semaine, je vais beaucoup bosser, etc. » que c'était totalement naturel. Et le fait que ce soit une passion, t'as tendance à oublier à quel point tu travailles et à quel point tu fais des efforts. Mais c'est dangereux de dire aux gens « Je ne travaille pas ». Ouais. Parce que nous qui t'observons, on voit que tu travailles. Ouais. C'est juste que comme c'est ta passion, comme t'aimes ça, tu vois pas en cela un effort, tu y vois plutôt un kiff. Et donc, t'as tendance à considérer que c'est pas du travail, que c'est plutôt la poursuite d'un objectif ou la poursuite de ta passion. Ouais. Mais c'est dangereux de dire aux gens « Ouais, en fait, non, c'est naturel, je travaille pas beaucoup, c'est facile, suivez votre passion et ça va bien se passer. » C'est pas vrai, en fait. Mais il faut prendre un peu de distance. Et à l'inverse, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, je vais pas faire ça parce que lui, il le fait déjà. » Et ça, j'en ai vu tellement, surtout dans notre métier, me dire « Ah, moi, j'adore ce truc-là, j'aimerais trop faire des trucs autour de ça et tout. Mais bon, je connais déjà tellement de gens qui en parlent, je pourrais rien apporter dessus. » Bah non, en fait, parce que... Moi, je trouve ça très bien qu'ils se disent ça. Quoi ? Moi, je les encouragerais à surtout pas le faire. Mais c'est complètement con. Tu peux très bien te dire, il y a plein de pizzerias. Si toi, t'as une recette incroyable et que t'as une façon de vendre ta pizza qui dit ça, c'est déjà mal barré. S'il te suffit que quelqu'un d'autre sur Terre le fasse pour te convaincre qu'il faut pas que tu le fasses, le fais surtout pas. T'es en train de te sauver la vie. Parce Pourquoi ? que t'es pas fait pour réussir. Mais parce que t'as aucune ambition de le faire. Si ça te suffit, tu n'as aucune ambition de le faire. Tu vois, il y a eu plein de réseaux sociaux avant Facebook. Oui. Il s'est pas arrêté au fait qu'il y a eu d'autres réseaux sociaux avant lui. Non, je suis d'accord, mais c'est pour ça que je dis ça. Et donc, il y a cru suffisamment, et il a fait son projet, même si d'autres le faisaient. Ouais. Et donc tu pars du principe que... arrivé. Donc c'est pas parce que quelqu'un fait la même chose que toi que tu vas pas y arriver. Si tu es dans l'état d'esprit de te dire, sous prétexte qu'il y a quelqu'un qui fait un truc assez similaire, ça arrive à me désarçonner au point de chercher une autre thématique ou trouver un autre secteur ou je sais pas quoi, alors de toute façon, t'es pas vraiment fait pour entreprendre. Parce que des gens qui ont la même idée que toi et à peu près les mêmes skills, les mêmes compétences que toi dans le monde, il y en a des milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions. Donc à un moment, ce qui va compter, c'est à quelle vitesse tu exécutes, avec quelle qualité tu exécutes, avec quel niveau d'originalité tu exécutes, et à quel moment ton projet devient unique. Des gens qui font des podcasts, il y en a plein. Ça ne nous empêche pas de faire ce podcast. Ah ouais, c'est clair. Bon, et on s'est jamais posé la question d'ailleurs. Non. Est-ce qu'il faut... Je sais même pas pourquoi on le fait d'ailleurs. Est-ce que du coup, on est en train de dire qu'il faut être... peut-être avoir des qualités un tout petit peu égocentriques pour entreprendre et pour avancer, etc. Non, mais ce qu'on disait là, ça me rappelle la dernière fois, on a reçu un stagiaire. On a fait un rendez-vous avec Romain, avec ce stagiaire, pour lui parler de notre métier. Je lui parlais du métier de youtubeur. Et à la fin, Romain m'a dit, mais là, tu l'as dégoûté du métier. Et c'est le but. Parce que quand tu regardes un youtubeur, tu vois que les qualités. Tu te dis, le mec, il se lève à midi, il est en slip dans sa chambre, il fait des vidéos et il est adulé par plein de gens. C'est Mickey pendant la parade. Hein. Même si c'est pas vrai, j'ai pas besoin de le convaincre des qualités du fait d'avoir fait ton métier youtubeur. En slip, j'ai pas besoin de lui raconter les qualités. Il faut que je lui raconte tous les défauts. Il faut que je le dégoûte parce que c'est un métier de passion. C'est un métier qui est impossible à faire. Il faut être hyper talentueux ou alors avoir le bon coup de chance ou les bons contacts, etc. C'est impossible d'être youtubeur aujourd'hui. Si le simple fait que je te le dise te dissuade de le faire, je t'ai sauvé la vie. Romain vient de comprendre. Non, je savais qu'il disait ça. Mais du coup, ça te prouve encore plus qu'il faut à tout prix t'éloigner de tes proches pour ce genre de questions-là. Parce que si t'avais été avec ton cousin youtubeur, lui, il a pas du tout envie de te raconter à quel point sa vie, elle est dure, il se réveille tôt, Si on veut résumer le truc assez rapidement, si t'es entouré de gens qui ne te veulent que du bien, ils vont vouloir dérisquer ta vie. Et donc, ces gens-là ne vont jamais t'amener à te dépasser et à prendre des risques. Si tu es entouré de gens qui ont plus d'ambition que toi, pour toi-même, qui voient en toi des qualités que tu ne vois pas encore, et qui te poussent à les exploiter alors que tu n'y crois pas vraiment, que tu comprends pas tout, etc., alors t'es certainement un peu mieux entouré. On peut finir là-dessus ? Pourquoi pas. C'était très bien cette liste. Merci Manuel. Vous retrouverez le reste de la liste ce week-end sur la newsletter de Manuel. La bise. Ciao. Bye bye.